mes amis, et merci de votre constance et de votre fidélité pour cette émission AQDR hebdomadaire. Euh, Vous connaissez, évidemment, on a déjà parlé de l'agisme. Je ne sais pas s'il est systémique ou pas, mais enfin, en tout cas, on sait qu'il est douloureusement ressenti par nos membres et par leur entourage et par tous les retraités du Québec. Mais dans ce contexte, je vous propose un nouveau livre publié par la sexologue que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle Jocelyne Robert, et qui vient de publier un livre revigorant, pas du tout agiste celui-là, qui s'appelle Vieillir avec panache. Nous l'avons rencontré et nous lui avons demandé, est-ce que l'agisme, ça vous dit quelque chose? Écoutez-la. Ben, je pense qu'il existe une de mes hypothèses, puis je pense qu'elle est assez fondée. Là. J'ai depuis 30 ans, 40 ans, fréquenté différents milieux. Je pense surtout parce qu'on vit dans une société d'abord très consumériste, qui met l'accent, dont le modèle premier est la proposition première et la jeunesse éternelle. Rester jeune, rester beau, rester en santé, avoir toujours l'air d'avoir 20 ans, vivre toujours comme si on en avait 30. Et ce diktat est tellement fort qu'on finit, plus ou moins consciemment, par voir les personnes vieillissantes, les vieilles personnes, hommes ou femmes. En passant, moi, j'ai pas de problème avec les mots vieux et vieilles. Pour moi, Oui, c'est oui. glorifiant d'être vieille, c'est pas du tout une insulte. Donc, on finit par voir les personnes plus vieilles, les hommes et les femmes plus vieux, comme ils n'avaient plus leur place, comme s'ils étaient totalement inutiles. Et ça, c'est vraiment à dénoncer solidement enfin Oui. et à proposer enfin autre chose pour que ça change. Parce que c'est complètement inadmissible que cet apartheid à l'égard des vieux et Oui, des vieilles, des oui. personnes âgées, existe. Tant qu'on est dans le monde du vivant, on doit être considéré comme un être vivant à part entière. Oui, tout De la à fait. naissance jusqu'à la mort, on est un être vivant. Alors, c'est un petit peu tout ça que je dénonce dans ce livre-là, dans Vieillir avec panache. Voilà, puis je l'ai écrit en plein confinement, lors de la première vague, et c'est vraiment sorti comme à la fois un coup de gueule, mais surtout comme un cri du cœur. C'est ça. Vous êtes d'ailleurs sexologue, et ça, je trouve que une rencontre entre la préoccupation puis la profession qui est très intéressante. Oui, Les gens qui sont vieux, ben ça fait plus l'amour, c'est pas possible, ça n'a aucune activité érotique, et puis c'est laid, c'est ridé. Qu'est-ce que c'est que cette voilà. histoire encore? Voilà, ça ne correspond pas. Vous savez, moi, d'abord, je trouve ça important de le dire. J'ai toujours été une sexologue qui travaillait dans le mieux-être, qui avait comme préoccupation peut-être l'aspect plus sociologique de la sexualité, plus philosophique aussi. Et il faut que je dise que j'ai commencé ma carrière de sexologue il y a très longtemps en travaillant auprès des personnes âgées. À l'époque, un directeur d'une institution qui s'appelait alors les centres hospitaliers de soins prolongés plutôt que Oui. les CHSLD, m'avait appelé et m'avait dit, écoutez, on a de graves problèmes, j'ai besoin de vous. Et j'étais toute jeune, je sortais de l'université. Il m'avait dit, mais j'avais dit, mais c'est quoi votre problème? Il m'avait dit, mais les bénéficiaires, comme on les appelait à l'époque, ont des comportements sexuels, érotiques, et le personnel ne sait plus où donner de la tête. Alors, vous comprendrez tout de suite que je suis allée à l'entrevue avec le directeur, puis j'ai dit, écoutez, le problème, ce ne sont pas vos bénéficiaires, comme vous les appelez. Le problème, c'est vous autres. Le problème, c'est que vous n'avez pas pris en considération dans votre approche de traitement et de support le fait qu'un être humain reste un être sexué, sexuel, génital, érotique jusqu'à la fin de ses jours. Bien Absolument. sûr, ça se passe différemment. Bien sûr, ça s'exprime différemment.
mais c'est toujours présent. Donc voilà, Oui. c'est important de le dire parce que je suis très, très connue pour mes livres sur les jeunes, les livres pour les femmes, mais moins pour mon intérêt pour les personnes âgées. Puis ça a été mon intérêt au départ. Et depuis, je vous dirais, depuis 2010, j'ai fait presque le tour du Québec avec une conférence qui s'appelle toujours Sexualité et corps chiffonné, Oui. où je montre que la sexualité, l'érotisme, ça concerne tout le monde. Bien sûr, on peut choisir la sexualité L'. Bien sûr, on peut le vivre, notre érotisme, affectivement, sensoriellement, sensuellement. Bien sûr, on est moins dans la performance. Et tant mieux, parce que la performance, c'est du travail. La performance, c'est du travail. Alors donc, voilà, je pense qu'il était, la COVID a été pour moi un petit peu le point de bascule qui m'a donné le coup de pied au derrière, si je peux m'exprimer ainsi, pour dire, bon, ben là, ça fait 10 ans que je rencontre des gens, que je les écoute, des gens de 50 à 100 ans, et je vais réunir le fruit de ces partages-là dans un livre pour tenter d'éclairer le vieillissement des hommes et les femmes âgés autrement que comme des personnes qui sont dans l'antichambre de la mort. Moi, je ne me sens pas dans l'antichambre de la mort et vous non plus, je pense. Non, après 80 ans. D'ailleurs, les pires artisans de l'agisme, c'est les aînés eux-mêmes. Ils tombent dans le panneau eux-mêmes. Là, je suis tout à fait. Je suis bien d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est intéressant que vous le souligniez parce que moi, je pense qu'il y a un double objectif à cet ouvrage-là. Le premier, c'est bien sûr de sensibiliser la société, de faire prendre à la société, aux politiques, à tout le monde, en fait, conscience, à faire prendre conscience du regard qu'ils portent sur les personnes âgées, en fait, qu'ils portent sur eux-mêmes, parce qu'on est tous des vieux et des vieilles en devenir. Et en sous-jacent à cet objectif-là, le deuxième, c'est d'amener les personnes vieillissantes à prendre conscience que souvent, elles ont tellement intériorisé ces préjugés, ces clichés qu'on leur renvoie, qu'elles se considèrent elles-mêmes comme ayant moins de valeur. C'est ça. Et c'est pas vrai. On n'a pas moins de valeur parce qu'on a 80 ans qu'à 20 ans. On est différent. On a un autre regard, une autre expérience. J'allais presque dire aussi, c'est ça le bienfait de la retraite. Parce qu'on sort du travail, donc on va avoir du temps libre, donc on va pouvoir faire des rencontres. On sait que le mariage, ça dure quelques années. Comme je disais souvent à mes élèves, si vous voulez avoir une retraite avec quelqu'un, il faut en avoir tué 3 au passage, compte tenu de la longueur du mariage. Donc, vous dites à un moment, il faudrait réinventer cet âge de la vie. C'est une très belle formule, mais comment on fait? Par où on commence? Ben, je pense que le premier pas, vraiment, c'est la prise de conscience, c'est la réflexion, c'est l'examen de conscience, comme on disait dans le catholicisme de notre jeunesse, en tout cas au Québec. C'est l'examen de conscience qui dit, bon, je vous donne un exemple. Il y a une dame que je connais, que je cite dans le livre, qui est une femme pas connue, elle s'appelle Marjolaine, elle existe vraiment, je la connais très bien, c'est une amie à moi, elle a 82 ans, elle est extraordinaire, pleine d'énergie, belle comme le jour. Et je la cite dans le livre. Évidemment, je lui ai demandé la permission. Et comme je la cite, je parle d'elle, je lui ai fait envoyer une copie du livre en toute primeur. Elle l'a lu. Elle m'a téléphoné. Avant que le livre soit même lancé, elle l'avait lu. Et elle m'a dit, Jocelyne, j'ai toujours détesté le mot vieux et les mots vieux, vieille, vieillesse. Et tu viens de me faire prendre conscience que je ne sais pas pourquoi. Et ça, je trouvais ça intéressant et touchant. C'est le fait que nous-mêmes, les personnes vieilles, vieillissantes, âgées, on a cette idée qu'il ne faut pas nommer les choses. Or, il faut prendre conscience que ce qui n'est pas nommé
Ça n'existe pas. Ah, c'est ça. Et comme par hasard, dans notre société, on placarde, on cloisonne, on ne montre pas la vieillesse. On veut pas, c'est comme si on voulait pas voir, c'est comme si les personnes âgées étaient un miroir pour les plus jeunes qu'ils ne voulaient pas voir. Ce qui fait que la personne âgée, la vieillissement, la vieillesse, pardon, finissent par nous prendre par surprise, ce qui ne devrait pas être le cas. Oui, Ça fait partie de la vie et vous l'avez évoqué un petit peu plus tôt. C'est un âge où on est moins dans la performance, où on est dans le travail qu'on choisit d'exercer si on veut continuer à travailler. C'est un âge où on a plus de temps libre, vous l'avez dit, et ça devrait être un âge de liberté, absolument. pas juste de temps libre, mais de liberté. Je dis aussi, et je le pense vraiment, je l'ai observé, que les personnes vieilles, âgées, goûtent davantage le plaisir. Oui. Et ça, c'est vrai. Uh-huh. Que ce soit le plaisir, pas juste le plaisir d'être un grand-parent qui aime ses petits-enfants, mais le plaisir de prendre un verre de vin, de goûter, le plaisir de respirer, d'aller marcher, le plaisir de la sensualité, d'un bain qui nous détend, le plaisir d'être présent à soi-même et présent à l'autre, ce qu'on n'a à peu près jamais été parce qu'on court tout le temps Ouais, quand on est c'est plus ça. jeune. Alors, il y a des éléments beaux, positifs au vieillissement. Bien sûr, on est plus fragile. Moi, parfois, je me lève le matin, je fais de l'arthrose, et puis j'ai très mal dans le bas du dos, puis là où j'en ai le plus, dans le cou. Et au lieu de chialer, je me dis, c'est formidable, je sens je sens mon cou, je sens ma douleur ici, j'entre dedans et je me dis, c'est formidable parce que malgré ça, j'ai tellement d'autres forces. Alors, il faut apprendre à penser différemment. Il faut apprendre à se dire comme homme ou femme de 70, 80 ans, 65, 90, voilà, il me reste du potentiel et je plonge dans ce potentiel-là et j'ai droit tant que je suis en vie, j'ai droit à toutes les prérogatives du vivant. Donc, droit au plaisir, droit au travail, droit à l'érotisme, droit à exercer ma liberté. Et ça, il faut non seulement se le dire, mais il faut aussi l'affirmer. Hein? Des fois, je dis à des dames, elles sont allées chez le médecin, puis elles me disent, le médecin m'a dit ça ou ceci. Mais j'ai dit, lui, avez-vous demandé? Poser. Et souvent, on dit, ben non, il doit savoir. Oui, on a le droit. C'est pas parce qu'on est devant un avocat, un notaire, un médecin qu'on n'a pas le droit de dire, écoutez, qu'est-ce que vous voulez dire? Et ne pas cesser de faire une croix sur notre identité d'homme et de femme qui demeure présente jusqu'à la fin. Oui. Vous voyez là, M. Carrette, vous avez pesé sur le bouton, je suis partie là. Ben, je retiens deux mots qui me semblent très importants. Vous avez parlé de présent, et quand on dit présent, ça veut dire cadeau. Hein? On a gagné 3 mois par année, et puis on n'est pas tous des gâteux ou des malades mentaux ou des gens couchés à l'horizontale. Hein? Bon, et puis l'autre mot, c'est droit. Je suis content que vous disiez ça, parce qu'un droit, justement, ça se défend. À la limite, on pourrait faire organiser des poursuites exemplaires contre des conduites vexatoires ou isolationnistes dans les institutions. Absolument. Vous avez tout à fait raison. J'aime bien d'ailleurs cette proposition-là. En tout cas, on pourrait certainement poser des gestes. Je pense, par exemple, je l'évoque aussi dans le livre, je pense, par exemple, à la parade de la fierté gay. Avant, on ghettoisait beaucoup les gays, les homosexuels, les gens de minorités sexuelles. Je me dis, est-ce qu'il va falloir faire une parade de la fierté des vieux et des vieilles pour être entendus? Oui, mais je peux vous apprendre une anecdote. S'il n'y avait pas eu la pandémie, il y avait une marche de la fierté qui était organisée au parc Émilie-Gamelin, au centre-ville, oui, tout à fait, à l'initiative
d'un certain nombre d'universitaires, de chercheurs, de travailleurs sociaux et de retraités précisément. Alors, mais écoutez, je pense qu'on devra reprendre ces idées-là éventuellement. Oui. Alors, je souhaite un franc succès à votre livre, pas seulement pour que vous puissiez changer de voiture, Oh mon Dieu, il faut en vendre beaucoup des livres pour changer de voiture. J'en sais quelque chose. Mais pour que les gens le lisent, pour que les gens en débattent, pour que les gens vous invitent, puisque vous donnez des conférences, sur ce droit à la vie et au présent. Merci pour ce message si plein de vérité et d'optimisme. Merci beaucoup. Et de vitalité. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Au Merci. plaisir.